Iris était la fille du vicomte. La princesse, furieuse, verse un verre de vin sur la tête d'Iris, lui disant qu'Iris connaît sa place. Elle affirme que le personnage principal a osé qualifier sa robe de vulgaire. La jeune fille regarde Iris et lui demande si elle est la fille d'un vicomte ordinaire. Iris a de longs cheveux roses ondulés, des yeux roses vifs et une peau éclatante et sans défaut. La jeune fille dit avec tristesse que le motif de la robe de la princesse est très étrange, ne comprenant pas comment la princesse pouvait le trouver vulgaire. La princesse déclare que la jeune fille, étant la fille du vicomte, n'a pas le droit de juger son choix. Iris s'est exclamée qu'elle n'avait même pas essayé. La princesse regarde l'héroïne et dit « Quel que soit ce qui se cache derrière les paroles d'Iris, elle n'a pas le droit de juger la princesse Candemion. » La princesse était un symbole de richesse, membre de la famille Candemion, la branche dorée de la société. Son nom était Raylene Shan Candemion. Sa Majesté jette son verre par terre, déclarant qu'elle est une descendante directe de la famille Candemion. La princesse désigne Iris du doigt avec son éventail et déclare qu'insulter son nom équivaut à insulter le duc. La jeune fille, le visage empreint de tristesse, commence à parler d'une voix forte, expliquant qu'il s'agit d'un malentendu. Elle souhaitait présenter Raylene à un designer plus compétent. Raylene regarda la jeune fille avec un sourire narquois et déclara qu'elle déciderait qui ferait partie de son entourage, ajoutant qu'elle n'était qu'une simple fille de vicomte. Mais alors le prince apparut, descendant les escaliers, regarda les jeunes filles et leur demanda d'un ton péremptoire ce qui motivait tout ce tumulte. L'homme a enlacé le personnage principal, a regardé Raylene d'un air furieux et lui a demandé combien de temps elle comptait encore semer le trouble. La jeune fille aux cheveux noirs, pensant qu'il ne fallait pas se fier aux apparences, Raylene se tourna vers le garçon et lui demanda s'il voulait vraiment seulement lui parler des émeutes. L'homme se retourna et regarda la jeune fille aux cheveux noirs d'un air désapprobateur et déclara que son arrogance était sans bornes. Elle se couvrit de son éventail et déclara qu'il y avait une grande différence entre l'arrogance et la confiance, espérant qu'il en était conscient. Le type, après avoir fait pression sur le personnage principal, a commencé à ignorer sa fiancée, avant de la remplacer complètement par l'héroïne. « Sale coureur de jupons », pensa Raylene, avant de déclarer qu'elle lui avait parlé de bienséance. Après cela, l'homme se retourna et lui fit remarquer qu'elle n'aurait pas dû verser de vin sur les cheveux de la jeune fille. Pour tenter de se justifier, Raylene a déclaré qu'elle voulait la remettre à sa place. Alors qu'Iris quittait la pièce, elle entendit la voix de la jeune fille lui demander si elle se souvenait de tout. L'héroïne se retourna, se pencha vers elle avec colère et s'exclama qu'elle lui était reconnaissante. L'homme, soulevant la jeune fille, lui dit qu'elle n'était pas obligée de faire cela, afin de calmer ses émotions. Et, la serrant contre lui, le prince commença à l'emmener. Iris, adaptant son allure, commença à sortir du hall avec l'homme. Raylene a dit à l'homme qu'il n'était plus condamné et que la prochaine fois, il ne devait pas lui parler sur ce ton. La jeune fille, un sourire narquois aux lèvres, se retourna et, pensant que l'homme se demandait si elle avait peur, commença à marcher dans la direction opposée. La jeune fille se disait que, même si elle devait parcourir le monde entier, elle épouserait un homme bien meilleur que lui. Raylene s'est dit qu'elle pouvait le faire, en combinant cela avec ses rêves dans sa luxueuse maison. Uni est allongée sur le canapé, fixant le plafond et pensant qu'elle est amoureuse d'Opi depuis déjà 8 ans. Ils ont commencé à sortir ensemble quand la fille aux cheveux courts était à l'université et se sont séparés quand le garçon est entré dans l'armée. Oni regarde par la fenêtre et dit au garçon qu'elle lui a envoyé de l'argent et que les examens administratifs approchent. La jeune fille, souriante, a affirmé qu'elle aimait beaucoup le garçon et qu'elle avait hâte de le rencontrer. Même après avoir trouvé un emploi dans l'entreprise, la jeune femme continue de se donner à fond pour lui et de le soutenir de toutes les manières possibles tout au long de sa vie. Kim, le visage illuminé d'un sourire, remet la lettre à Sojin et l'invite au mariage le mois prochain. La jeune fille prend la lettre en main, l'examine attentivement et pose une question. Kim Serom, pourquoi faites-vous cela? La dame, l'air perplexe, explique qu'elle l'invite au mariage parce qu'elles sont amies
et qu'elle souhaitait vraiment recevoir ses félicitations. Elle et Opa sont les personnes les plus proches d'elle. Elle la regarda d'un air désapprobateur, se demandant comment elle pouvait ne pas avoir honte de sa trahison et comment elle pouvait vivre dans un monde hypocrite. La jeune femme, indignée, se lève et commence à hausser le ton, ne comprenant pas comment Sojin peut parler ainsi d'elle. La jeune fille continue de lui parler à voix haute, affirmant qu'elle a commencé à fréquenter l'ex-petite amie de la dame après leur rupture, bien que la jeune fille elle-même ait déclaré qu'elle traversait une période difficile à ce moment-là. Kim désigne la dame du doigt et ne comprend pas pourquoi la jeune fille est jalouse qu'elle se marie tôt ou qu'elle ait commencé à sortir avec Opa après qu'il ait réussi l'examen du barreau. La jeune fille n'arrête pas de venir et d'essayer de faire ressentir des émotions à Sojin, parce qu'elle ne comprend pas à quel point il était difficile pour lui de subir la pression. La dame, un sourire narquois aux lèvres, commence à examiner la lettre qu'elle tient entre ses mains et répond sarcastiquement qu'elle se sent toujours coupable, mais qu'elle estime que ce n'est pas une tâche pour elle. Sojin lance la lettre en l'air, qui retombe ensuite au sol. Kim continuait de crier sur la fille, mais elle s'est encore plus énervée lorsqu'elle a jeté la lettre d'invitation. La jeune fille se fiche de savoir s'il a réussi l'examen ou non, et elle se demande ce que cela peut bien lui faire. Elle affiche un sourire narquois et affirme être plus compétente que lui. Elle se lève de sa chaise et avoue avoir complètement oublié les convenances, avoir volé son petit ami et avoir voulu l'inviter au mariage de son ex. La jeune fille prend son sac et refuse d'admettre qu'il s'agit d'une tentative maladroite de la rendre jalouse afin de renforcer son estime de soi. Les deux femmes se sont regardées. Kim a tourné la tête sur le côté et Sojin a voulu lui donner des leçons de vie et lui a dit de mûrir un peu. Vierge espère qu'elle n'aura plus à imposer ses amis. La dame aux cheveux noirs se retourne et s'en va, attirant tous les regards. Une fois rentrée chez elle, elle s'assoit sur le canapé et commence à ruminer intérieurement sa colère face à cette situation. En même temps, il se dit que peut-être il suffit d'y penser. La jeune fille s'allongea sur le canapé, sortit son téléphone et, pour tenter de se distraire, ouvrit un livre de fantaisie romantique racontant le retour de la fille du pauvre vicomte. Après avoir lu le résumé, elle commence à lire le livre et, pendant sa lecture, un sentiment désagréable la vide dans son cœur. Tout en lisant, la jeune fille se posait de nombreuses questions. Elle ne comprenait pas ce que signifiait ce charabia, ni même ce qu'elle était en train de faire. Raylin était la seule fille du duc qui régnait sur le continent. La jeune fille était incroyablement belle, avec un corps magnifique et un esprit brillant. Elle avait tout. Elle implore l'amour de son fiancé, qui ne daigne même pas lui jeter un regard. Cette jeune fille possède une richesse incroyable. Alors pourquoi n'utilise-t-elle pas son argent pour contrôler le personnage principal? Sojin commence à s'énerver en lisant et se demande si c'est tout ce qu'elle peut faire. Elle se met à hurler intérieurement et se demande pourquoi cette fille, née dans une famille puissante, ne peut pas en profiter pleinement. La jeune fille continue de repasser cette situation avec Kim dans sa tête et d'imaginer comment elles se comporteront à leur mariage, et sa pression et sa colère ne cessent de croître. La dame jette son téléphone de côté, car le lire ne fait qu'empirer les choses. Sojin se retourne sur le ventre et commence à se sentir triste, et à penser qu'elle préfère la méchante au personnage principal, car elle est traitée exactement de la même manière, et elle croit que la vie de la méchante se terminera comme celle de tous les méchants, à la guillotine. À la place de l'héroïne, la jeune fille aurait renvoyé le prince depuis longtemps, et aurait vécu heureuse pour toujours. Une femme souhaite un homme qui soit bienveillant uniquement envers elle et qui ne la trahira jamais, quelles que soient les circonstances. Cette dame ne comprend pas pourquoi elle ne trouve pas un garçon gentil et mignon à élever. Mademoiselle commence à chercher d'autres solutions et se dit que de tels hommes n'existent pas, même si elle le sait parfaitement. Pensant qu'il avait simplement passé une mauvaise journée, Sojin s'endort sur le canapé, laissant son téléphone allumé. La jeune fille affirme que sa journée a été si difficile qu'elle n'arrive pas à se réveiller. La jeune fille se met à penser en dormant et dit qu'elle ne veut pas se lever et trouve la couverture chaude et confortable. La jeune fille commence à s'affirmer en demandant de quel genre de couverture il pourrait s'agir, puisqu'elle s'est endormie sur le canapé. Elle vit seule
et comprend que personne ne peut la déplacer dans son lit. Et l'option avec ses parents n'est pas non plus envisageable. La dame prend peur. Elle pense avoir été kidnappée, bien qu'elle ne s'en soit même pas rendue compte. Sojin ouvre les yeux et ne comprend pas comment elle a pu se réveiller ailleurs que chez elle, et surtout pas dans son propre lit. Assise sur son siège, elle se demanda comment elle avait atterri là et ce qui se passait. Pour tenter de retrouver son téléphone, la dame se pose de nombreuses questions sur l'endroit où il se trouve et si elle est dans un hôtel, sans comprendre pourquoi le lit est si grand. Mademoiselle, enveloppée dans une couverture, commence à craindre d'avoir été kidnappée et refuse de l'accepter. Par la suite, elle ressent des changements au niveau de sa tête, l'impression que ses cheveux sont trop longs, et l'idée d'une perruque lui traverse l'esprit. La jeune fille repasse la scène dans sa tête, affirmant qu'il ne s'agit pas d'un kidnappeur, mais d'un pervers, réalisant également qu'elle porte des vêtements de princesse pour son âge. Sojin se lève lentement et aussi silencieusement que possible et commence à partir, pensant qu'elle doit partir le plus vite possible. Se voyant dans le miroir, elle s'arrête et se regarde avec surprise et incompréhension. La dame continue de se regarder et ne comprend pas ce qui s'est passé. La dame vit dans le miroir une beauté aux longs cheveux noirs et aux magnifiques yeux violets. Elle se reconnut dans l'image du méchant du roman. Sojin commence à ressentir sa nouvelle forme, sans comprendre comment elle s'est retrouvée dans le corps de Raylan. Elle continue d'examiner son corps, levant la main droite, puis la gauche, tout en se posant la même question. Une larme amère mais limpide coule sur sa joue, et la jeune fille commence à se demander pourquoi elle s'est retrouvée là, ou si elle a été possédée par l'esprit de Sojin. Pour tenter de se remonter le moral, la dame affirme qu'il ne s'agit que d'un rêve réaliste. Mais une servante entre alors dans la pièce et est très surprise de constater que la princesse est déjà réveillée. La servante prend la jeune fille par l'épaule et commence à l'emmener, afin de remettre l'héroïne dans son état normal. Dans ses pensées, la jeune fille est heureuse que son corps l'ait capturée et qu'elle n'ait pas été kidnappée. Sojin est dans le corps de Raylan. Les servantes commencent à la nettoyer, la lavant et la savonnant. Les servantes continuent de baigner la jeune fille. Et en même temps, elle pense qu'elle ne pourrait rien imaginer de plus luxueux. La jeune fille réagit à l'agréable parfum. La bonne, souriante, répond à la jeune fille qu'il s'agit d'un nouveau produit arrivé aujourd'hui même. La jeune fille répond que ce produit lui plaît. La jeune fille, tournant la tête vers la bonne, lui demande ce qui a provoqué tout ce tumulte ce matin. La servante regarde la jeune fille avec joie dans les yeux, puis commence à enfiler sa robe et affirme qu'elle devrait briller plus que quiconque lors de la soirée chez la comtesse Aswen. Après quoi, la jeune fille interroge à nouveau la servante à propos de la comtesse Aswen. L'héroïne réalisa soudain que ce nom ne lui était même pas familier. La jeune fille commence à dire avec désapprobation qu'elle n'est pas une servante et qu'elle se fiche d'être entraînée dans une querelle causée uniquement par les goûts étranges de cette dame. La jeune fille commence à la critiquer, lui demandant comment elle ose porter une telle robe à un événement où la princesse est présente. Sojin, dans le corps de Raylan, et ses amis qui se tiennent à proximité commencent à pousser l'héroïne, qui se demande pourquoi elles font cela et leur demande d'arrêter. La jeune fille aux cheveux noirs, debout devant, entend les rires de ses amis et, avec un sourire aux lèvres, dit à Iris de ne plus se présenter comme ça. La dame demande à Iris de ne plus porter une tenue aussi répugnante. Une scène comme celle-ci traversa l'esprit de la jeune fille. Et lorsque les servantes commencèrent à s'occuper de son apparence, elle répondit en affirmant que c'était terminé. Et elle se remémora pourquoi le méchant Oni l'avait suivie et avait fait une scène à cause du personnage principal. La servante demanda à la dame si quelque chose ne lui plaisait pas. Le visage triste, la jeune fille se retourna et demanda à la bonne Becky si elle ne pouvait pas y aller. Becky la regarda d'un air incompréhensif et lui demanda si elle ne se sentait pas bien. La dame se leva de sa chaise et poursuivit sa conversation avec la servante, disant qu'elle avait l'étrange impression que si elle assistait à la réception ce soir-là, quelqu'un essaierait de l'attraper par les cheveux. Et la bonne, avec un air joyeux, dit que ce n'était rien, qu'elles allaient simplement lui arranger les cheveux,
Mais la jeune fille lui répondit aussitôt que ce n'était pas du tout ce qu'elle voulait dire. Becky déclare qu'elle est prête, et la jeune fille, l'air fatiguée, lui demande à nouveau « Mais quand ?» en ouvrant les yeux et en se regardant dans le miroir. La dame se vit et déclara, l'air surpris, qu'elle était très élégamment vêtue et qu'elle avait fière allure. Les servantes entendirent cela, la joie et des sourires illuminant leurs visages, et elles se mirent à complimenter la jeune fille. Sojin, dans le corps de Raylin, se dit qu'ayant pris possession du corps, elle ne peut rien faire, et qu'elle va simplement remettre le prince au personnage principal. Arrivée chez la comtesse Asver, elle commence à descendre lentement de la calèche, accompagnée en même temps de 2 sujets. La dame, s'approchant du hall, se dit que c'est le luxe, puis elle se persuade que ses paroles sont mensongères et que le voyage a doublé le volume de ses fesses. Alors qu'ils descendaient vers le hall, on annonça à tous les présents que la princesse Raylin Shan Kandmion était arrivée. En voyant les regards des autres filles posés sur elle, elle se sentait comme dans un zoo. Elle n'avait même pas eu le temps de descendre les escaliers que les filles ont accouru vers elle et ont commencé à lui poser des questions sur sa santé, insistant sur le fait qu'elle ne devait pas trop se fatiguer aujourd'hui. La dame a dit avec un sourire que tout allait bien et qu'il ne devait pas s'inquiéter. Un sourire et un calme apparurent sur les visages des femmes. La jeune fille se disait intérieurement que ces filles qui suivaient Raylin n'en avaient qu'une envie: le pouvoir. À ce moment-là, Iris s'approche de la jeune fille et lui dit avec un sourire qu'elles ne se sont pas vues depuis longtemps. Sojin pensa immédiatement qu'Iris ne viendrait pas à la fête à cause d'une mauvaise situation. La jeune fille ne comprenait pas, car cela ne figurait pas dans le roman. La dame aux cheveux roses baissa les yeux, prit sa main et comprit que la princesse ne souhaitait pas accepter son salut. La jeune fille leva les yeux, la regarda et dit qu'elle avait quelques questions pour la princesse, raison pour laquelle elle avait décidé de parler à la dame. La dame se tourna vers la jeune fille, perplexe, et lui demanda à nouveau. Détournant le regard, l'héroïne interroge la princesse sur la robe et lui demande si elle la trouve répugnante. Toutes les dames présentes dans la pièce se turent soudain. La dame était furieuse. Iris s'est détournée et a continué à crier, prétendant qu'elle était une voleuse, qu'elle avait volé sa robe, et son mari, Sojin, se souvient que c'était uniquement à cause de la robe à la fête. La jeune fille aux cheveux noirs se retourna, surprise et souriante, et déclara que sa robe était vraiment magnifique. Iris, les yeux pétillants de joie, lui pose à nouveau la question. Et la dame continue de sourire, en pensant qu'elle comprend parfaitement tout, et ne souhaite pas être mêlée à cette histoire. La dame se retourne et commence à s'éloigner, en disant que la robe ressemble beaucoup à celle de Rosemary, et en ajoutant que son travail est excellent. La princesse a ajouté que cette robe allait très bien à Iris. Les jeunes filles commencèrent à s'éloigner chacune dans une direction opposée. La princesse avait l'intention de les rejoindre plus tard dans la soirée. Iris, dos à la dame, dit qu'elle est devenue assez ouverte en peu de temps. Un instant plus tard, la dame se retourne et demande à la jeune fille de répéter ce qu'elle a dit. L'héroïne se retourne à son tour et leurs regards se croisent. Le personnage principal déclare que beaucoup de filles n'apprécient pas cette créatrice. La jeune fille aux yeux roses se met alors à citer les paroles de la dame, affirmant que ses robes font sa fierté. La jeune fille aux cheveux roses, gênée, se couvrit le visage de ses mains. Elle pensait que la princesse était très fière, même si elle n'y prêtait guère attention. La demoiselle ramassa la robe qui traînait par terre et arrêta la princesse. S'approchant de la princesse, Iris lui demande si elle peut partager cette pensée avec elle. La princesse, portant l'éventail à sa bouche, juge cet acte impudent. Lorsque leurs regards se croisent, la jeune fille déclare qu'elle n'est pas si bornée et remarque le nom de la dame en face d'elle, qui lui demande de le répéter. Prenant un verre de champagne sur le plateau, Raylan répond que, si je ne vous aimais pas, levant son verre, la jeune fille déclare qu'elle achèterait alors toutes les robes de créateur, juste pour que l'héroïne ne puisse pas les obtenir. Iris recule,
juste pour ne pas être aspergée comme la première fois, tout en essayant de justifier ses paroles. La dame prend sa main et lui tend le verre. La princesse embrasse la dame sur la joue et murmure à la jeune fille. Quand aurais-tu d'autre l'occasion de porter une robe de rosemary? Alors qu'elle se détend, elle ajoute qu'elle a besoin de profiter du moment présent et de connaître ses limites. Tenant le verre entre ses mains, l'héroïne baissa les yeux, et la dame lui demanda si elle comprenait. Iris, avec un sourire aux lèvres, répond « Bien sûr, elle comprenait la princesse. » Se retournant, la dame voulut rappeler à la jeune fille qu'elle ne commettrait pas l'erreur de porter 2 fois la même robe, et cela lui paraissait évident. Alors que Rayline s'en va, elle réfléchit et se réjouit que la jeune fille ne l'ait pas attrapée par les cheveux pour la traîner sur le sol. Au moment de partir, la princesse surprit une conversation entre 2 amies derrière elle, qui discutaient de la façon dont Iris avait obtenu la robe de rosemary. Une des amies a émis l'hypothèse, et l'a exprimée, qu'il aurait pu s'agir du prince héritier. Les filles virent la princesse devant elles et commencèrent à trouver des excuses, mais elles n'en avaient plus rien à faire. L'un des amis a également crié que la princesse avait un cœur noble, ce à quoi il s'attendait. La jeune fille ne comprend pas d'où viennent ces noms. Elle se sent à l'aise auprès des domestiques, pensant qu'elle est encore en train de rêver. La dame veut s'amuser au maximum, car elle pense être dans un rêve. Mademoiselle aperçut le prince du coin de l'œil, qui se tenait appuyé contre une colonne, et elle se posa des questions. La jeune fille s'est aussitôt approchée de son ami Miel, et lui a demandé qui était ce bel homme. Elle le voyait pour la première fois. Elle a répondu qu'il s'agissait de Lord Cassian. La jeune fille pense que la princesse ne devrait pas lui prêter attention. Sa deuxième amie est entièrement d'accord avec elle et ajoute que parmi les 12 chevaliers, il est dans la classe la plus basse. La dame se couvrait la moitié du visage avec un éventail et se posait des questions. Le type avait des boucles châtains et des yeux noirs comme des perles. Cette dame pense que s'il était réel, des colonnes d'admirateurs se formeraient derrière lui. La princesse repousse son éventail et commence à le porter à son visage. La jeune fille le regarde avec un regard amoureux et lui demande s'il est laid, pense son amie qui se tient à côté d'elle. Elle se place devant elle et lui demande à nouveau si la princesse est confuse. La princesse se tourne vers la jeune fille et lui demande si elle a dit quelque chose de drôle. La jeune fille se met à bégayer et répond que la princesse Rélène pense comme elle. Un sourire apparaît sur le visage de la dame. Elle trouve cela incroyable. Sojin pense que la méchante a toujours été comme ça et qu'elle ne considérait les gens des classes inférieures que comme des insectes. Rayline prend les mains d'Aïcha et lui demande si elle la comprend. La jeune fille bégaye et répond qu'elle la comprend. Aïcha affirme qu'en réalité, d'autres femmes l'ont également remarqué, mais qu'il n'est qu'un roturier. Leur conversation est alors interrompue par une autre dame qui déclare que sa beauté est d'un éclat incomparable, mais son apparence. La princesse l'interrompt et ajoute que son apparence est scandaleuse. Les amis de la princesse commencent à se réjouir et espèrent qu'il déboutonnera sa chemise d'une seconde à l'autre. Les jeunes filles se sont souvenues de leurs années de lycée, car toutes les dames avaient le même âge. Mais elles ont gardé leur sang-froid. La dame se demandait pourquoi il ne dansait pas. La jeune fille aurait aimé l'inviter à danser. Les jeunes filles se demandaient pourquoi la princesse elle-même tenait à faire cela. Elle jugeait risqué d'inviter à danser un homme sans statut. La jeune fille, dans sa tête, est persuadée que les autres femmes ont entendu beaucoup d'insultes de la part de la méchante Honey. Mais elle reste quand même proche d'elle. Elle trouve ça mignon. La dame souhaitait savoir comment elle pouvait inviter un jeune homme à danser. La dame espère que la princesse a tout simplement oublié, puisqu'elle n'a dansé qu'avec le prince héritier. Elle ajoute qu'elle peut faire un signe avec ses yeux. La princesse lève les yeux, toujours couverte de son éventail, et espère qu'elle fait tout correctement. L'homme tourna la tête et jeta un coup d'œil aux filles qui se tenaient à sa gauche. Le prince, issu d'une classe inférieure, soupira et commença lentement à s'approcher des dames. La dame déplace lentement son éventail sur le côté et observe attentivement l'homme qui s'approche de plus en plus d'elle. Alors qu'ils s'approchaient, leurs regards se croisèrent et ils commencèrent à se regarder dans les yeux, la dame tenant toujours son éventail. On entend le garçon demander
Pourquoi la fille continue de le regarder? La jeune fille pose son éventail et lui pose à nouveau la question. L'homme a répondu qu'il sentait son regard sur lui. La dame se met à regarder autour d'elle, ne comprenant pas ce qu'il dit. Une idée lui traverse l'esprit. Pourquoi réagit-il ainsi, alors que ses amis lui avaient assuré que ça marcherait? Elle détourne le regard, et le garçon se demande s'il s'est trompé, et la fille répond qu'il s'est trompé, et qu'elle ne le regardait pas du tout. L'homme tourne la tête, regarde ses copines, et leur demande si elles peuvent confirmer cela. Les filles ne peuvent répondre sans bafouiller. Le prince tourne son regard vers la dame, et l'on peut entendre ce que la jeune fille a envie de dire. Qu'il est beau. L'homme, ne comprenant pas ce que disait la dame, recommence à lui poser des questions. Portant l'éventail à sa bouche, la jeune fille répond qu'elle le regardait parce qu'il était beau. Le jeune homme la regarde avec un air surpris et ne comprend pas pourquoi la jeune fille le trouve beau. Il lui demande comment elle peut dire cela. La jeune fille rapproche sa jambe de lui et répond que c'est vrai. La dame s'approcha de lui et déclara avec indignation qu'elle le regardait parce qu'elle était intéressée par l'idée de danser avec un homme aussi beau que lui. Le prince, très gêné par les paroles de la jeune fille, porta la main à sa bouche et resta muet. La jeune fille, quant à elle, pensait qu'il avait un visage impassible, mais il était bien plus facile de lire ses émotions. La dame se souvient des paroles de ses amis et pense qu'il fréquente souvent ce genre de fête, et que par conséquent, un tel geste lui est étranger. L'homme se penche en avant et s'excuse auprès de la princesse pour son impolitesse. La jeune fille répond qu'elle le voit pour la première fois et en déduit qu'il ne fréquente pas souvent ce genre de fête. Tandis qu'il restait là, le corps penché, la dame ajouta qu'elle avait elle aussi commis une erreur. L'homme se redressa. Un sourire apparut sur son visage et lui demanda une nouvelle fois pardon, ajoutant qu'elle devrait profiter de la soirée. La dame le regarda d'un air très triste et devint pensive. Le prince tourna le dos à la jeune fille et s'éloigna dans la direction opposée. Les dames se regardèrent et commencèrent à discuter de ce qui venait de se passer. Elle ne comprenait pas comment le prince avait pu refuser son invitation à danser, comment il avait pu rester sans voix à la vue de la princesse. La jeune fille pensa qu'il valait mieux laisser tomber ses pensées aujourd'hui. Elle était candidate au rôle de dame d'honneur du prince héritier, et elle estimait qu'un homme avait le droit de fréquenter d'autres femmes, mais qu'une femme devait composer avec le jugement des autres. Les filles se retournèrent. La princesse remercia son amie Aïcha, mais continua de penser que si des rumeurs concernant cet incident se répandaient, elle finirait par être la perdante. La princesse alla dans sa chambre, enfila une robe de chambre et se laissa tomber sur le lit, heureuse d'être arrivée tôt, pensant qu'il serait mieux sans elle. À ce moment précis, une servante entre dans sa chambre et lui demande de peigner les cheveux de la princesse. La jeune fille répond d'une voix fatiguée qu'elle arrive tout de suite. Pendant que la servante de Becky la coiffe, la princesse s'adresse à elle, qui écoute attentivement. La dame s'est intéressée à la façon dont elle pourrait dépenser de l'argent, à qui elle pourrait s'adresser pour une telle demande. La servante lui a répondu que, si elle avait besoin de quelque chose, elle pouvait demander, ou qu'elle pouvait aller au débarras et prendre ce dont elle avait besoin. La dame pense que si quelqu'un les entendait, il penserait que Becky est une voleuse. La jeune fille répond alors qu'elle veut se rendre à la guilde de l'information pour trouver quelqu'un et que c'est pour cela qu'elle a besoin d'argent. La servante regarde la jeune fille avec surprise, disant que les informateurs du duc sont des personnes respectables en soi, mais que la dame aimerait cacher cela à son père. La bonne pose le peigne sur la coiffeuse, en disant que les économies de la dame sont chez eux, et lui demande de combien elle aura besoin pour l'acheter. La dame, caressant ses cheveux, ignore la somme d'argent à sa disposition et souhaite d'abord en connaître le montant total. La servante lui répond qu'elle va préparer l'argent. Le matin, la dame a reçu tous les documents et elle a décidé d'examiner le montant total. En voyant ce nombre, la jeune fille fut stupéfaite par une somme aussi incroyablement grande. Becky l'interrompt aussitôt en lui demandant si la quantité n'est pas insuffisante.
ajoutant que le duc a dit d'en utiliser autant que nécessaire, et commence à rassurer verbalement la princesse, qui ne comprend pas immédiatement pourquoi Becky pense que c'est insuffisant. Après avoir servi le thé à la princesse, la servante répond que, pour elle, c'est une somme très importante. Mais comme le pense la servante, pour la princesse, ce ne sont que des sous. La princesse, regardant avec joie le morceau de papier indiquant le montant, commence à se réjouir intérieurement et se réjouit déjà de l'achat d'une cuillère en diamant. Une dame demande à une servante combien coûte la propriété de Maswalan Street, et la servante tourne la tête sur le côté et lui demande si elle parle de la propriété où vivent les aristocrates de haut rang. La servante se souvenait que sa maison à Commovol valait environ 2 milliards de janniers, et que le domaine dont parlait la princesse valait 5 fois plus. La dame, une tasse de thé à la main, demande à Becky si dépenser 2 milliards n'aura aucune incidence sur son compte. La servante, souriante, répond que rien ne changera et demande à la princesse si elle souhaite acheter un domaine. La jeune fille, prenant une gorgée de thé, répond calmement que non, elle n'en a pas envie. Se tournant vers Becky, elle dit qu'elle veut aider ceux qui sont dans le besoin. En se promenant dans les rues de la guilde, la jeune fille aperçut des gâteaux à l'aspect appétissant sur le comptoir d'une boulangerie et se dit qu'ils devaient être délicieux. Une dame entre dans une boulangerie en se disant qu'elle n'a pas besoin de gâteaux. Et à ce moment précis, la vendeuse derrière le comptoir rencontre une autre jeune fille. La princesse pense en secret qu'elle veut un gâteau, mais elle est là pour une toute autre raison. Et la jeune fille derrière le comptoir lui demande si elle peut faire quelque chose pour l'aider. Elle répond aussitôt qu'elle aimerait une tourte au steak, et elle demande qu'on emballe le gâteau pour qu'elle puisse l'emporter. Une jeune fille à la voix douce lui demande quel degré de cuisson elle souhaite. Levant le doigt, la dame indique qu'elle le veut très, très bien fait. Elle, les mains pressées contre sa poitrine et le corps penché en avant, dit qu'elle la comprend et commence à la remercier pour sa visite. En nous approchant de la porte, fermée par un rideau, la gentille dame soulève le rideau et nous invite à monter au 2e étage. En montant les escaliers, la jeune fille pensait que ce serait encore plus effrayant. Alors que le boulanger ouvrait la dernière porte, la jeune fille pensait que tout allait bien ici. Mais dès que la porte s'ouvrit, la dame commença aussitôt à douter. Elle est accueillie par un homme assis à une table qui lui demande d'entrer et de quelles informations elle a besoin. Au même instant, il l'avertit qu'elle doit payer les frais d'adhésion à leur guilde. La jeune fille commence lentement à entrer dans la pièce. La dame jette un sac d'argent sur la table où l'homme est assis. Il la prévient que des frais supplémentaires dépendront de la tâche à accomplir. Levant la main, la jeune fille déclare qu'elle verse une contribution de 100 millions. La princesse pousse le sac et d'une voix forte leur ordonne d'appeler immédiatement le maître de la guilde. Se redressant et posant les mains sur les hanches, elle demande si la somme qu'elle a donnée est suffisante. L'homme, perplexe, lui demande pourquoi elle souhaite voir le maître de la guilde. La jeune fille jette le 2e sac et l'homme, très surpris, déclare que c'est excessif. Les mains jointes devant elle, la dame continue de le contraindre à amener le propriétaire. L'homme ne comprend pas ce qui l'a amené là. Le jeune homme lève les yeux, et avant qu'il ait pu finir sa phrase, la jeune fille jette 5 autres sacs. À la vue des 7 sacs, il tombe dans une sorte de stupeur. La dame prit une des pièces dans ses mains, regarda l'homme, et répéta la question de savoir s'il appellerait le propriétaire. L'homme prit tous les sacs dans ses mains, et complètement abasourdi, alla appeler le propriétaire pour prendre l'argent. La princesse, levant la main et la serrant en poing, se réjouit intérieurement, pensant à quel point c'est génial et à ce qu'elle a toujours voulu faire. Tournant la tête vers la porte par laquelle le jeune homme était passé, la jeune fille eut peur et pensa qu'il avait tout simplement disparu avec son argent. La dame baissa les yeux et pensa qu'elle l'écorcherait vif si tel était le cas. Et à ce moment précis, un homme entra et dit qu'il l'avait appelé, mais qu'il y avait eu un imprévu. Le jeune homme s'appuie sur une chaise et dit qu'il devra attendre un peu le propriétaire. La jeune fille lui demande combien de temps il devra attendre.
L'homme répond qu'il faudra environ 1 heure. La jeune fille lui tend un autre sac et l'avertit que pour chaque tranche de 5 minutes d'accélération, elle ajoutera un sac. L'homme se lève brusquement de sa chaise, si violemment qu'elle bascule, et se met à bégayer, incapable de prononcer un mot. Un boulanger s'approche de la jeune fille et lui offre du thé, tandis que l'homme s'enfuit soudainement en demandant pardon. Et la princesse songe à la rapidité avec laquelle il a pris la fuite. La dame pensait que la robe, qui avait failli lui valoir une bagarre avec le personnage principal dès le premier jour, était un cadeau du propriétaire de cette guilde d'information. La dame se dit que, à cause de lui, elle avait failli être entraînée dans une dispute inutile. La jeune fille, convaincue de ne pas s'être trompée, remercia le boulanger pour le thé. Prenant une gorgée de thé, la jeune fille se répondit qu'elle était venue voir ce propriétaire. Puis il ouvrit la porte par laquelle l'homme s'était enfui. La jeune fille tourna la tête et jeta un coup d'œil à cette porte, une tasse de thé à la main. Le même maître de guilde sort par cette porte et espère que 5 minutes ne se sont pas écoulées. Ce type a des cheveux ondulés vert d'eau et des yeux bleus profonds, assis l'un en face de l'autre. Pendant que le propriétaire compte les pièces, la jeune fille se demande comment, avec de telles données, il est devenu un personnage secondaire. Cette dame est très jalouse d'Iris. Elle pense que ce garçon ne manque pas de compétences et elle estime que tout le monde ne sera pas placé à la tête de la guilde de l'information. La dame l'observe attentivement et croit qu'en plus de cela, il est aussi le chef de la guilde des assassins. Le jeune homme lui jette une pièce de monnaie et lui demande pourquoi elle a décidé de le retrouver. La princesse s'empare de cette pièce et elle la cherchait dans le but de voir le visage d'un fou aveuglé par ses sentiments qui ne dédaigne même pas le cambriolage. Elle n'avait pas d'autres objectifs. L'homme la regarda calmement et demanda à nouveau. La jeune fille se leva de sa chaise et ne comprit pas la réaction de l'homme. Posant sa tasse de thé, la dame continua de le regarder et ajouta que c'était tout. L'homme leva les yeux vers elle et lui demanda si elle était venue uniquement pour ça. La jeune fille lança une pièce de monnaie dans sa direction. Il tendit la main vers la pièce et à ce moment-là, la jeune fille déclara qu'elle était venue uniquement pour cette raison. En sortant, elle s'arrêta et décida d'ajouter quelque chose. Se tournant vers lui, elle ajouta que cet homme avait gagné une belle somme d'argent aujourd'hui. En le regardant, elle lui dit de payer Rosemary pour son travail. Le jeune homme se leva de sa chaise sans comprendre ce qu'elle disait, et elle ne l'écouta pas. Elle lui dit simplement au revoir et lui souhaita une bonne journée. Regardant simplement vers la porte, il était incapable de prononcer un mot. Une jeune fille apparaît alors à la porte par laquelle le propriétaire est sorti et lui demande si Lucas et cette femme sont partis. La jeune fille est abasourdie et ne comprend pas que, peu importe la somme d'argent que le duc possède sur son compte, qui dépenserait 2 milliards en quelques minutes? L'homme tourne la tête dans sa direction et précise qu'il s'agit d'1,890 milliard. Et la jeune fille répond qu'elle s'en fiche et qu'elle pense que c'est du gaspillage d'argent. Prenant un des sacs vides à la main, elle lui demande, sans comprendre, quelle tâche elle lui a bien confiée. L'homme détourne le regard et répond qu'elle ne lui a confié aucune tâche. La jeune fille laisse tomber le sac vide et n'en croit pas ses yeux. Lucas regarde le verre laissé par la princesse et ajoute que ce n'est pas pour cela qu'elle était venue. La propriétaire et Iris restent là à regarder la robe. Et la jeune fille dit que la princesse adore porter des tenues coûteuses de chez Rosemary et ajoute qu'en comparaison, sa robe ressemblera à une nuisette. Le garçon tourna la tête vers la fille et la fixa du regard. Et la fille dit qu'on ne peut rien y faire. La dame tourne son regard vers l'homme et lui dit que, sauf si elle jouit d'un statut social élevé, il lui sera impossible de devenir son ami. Assis sur la chaise et contemplant la montagne de pièces, l'homme pensa qu'il avait fait une bêtise. Il n'aurait pas dû juger cette personne de manière unilatérale. Le jeune homme commence à pousser la tasse du doigt et ajoute que la princesse est différente de ce qu'on dit d'elle, puis demande le prix de la robe. Lucas imagina la princesse et commença à raisonner que si elle jugeait tous ceux qui avaient un statut inférieur, elle n'aurait pas insisté pour lui acheter cette robe. Tournant son regard et jetant ses mains sur le dossier de la chaise,
L'homme ajouta qu'en tout cas, lui, il ne le ferait certainement pas. L'homme se tourne vers le van et lui dit qu'il a besoin d'acheter un titre de noblesse, mais elle lui repose la question, perplexe. La dame remet la pièce qu'elle a prise et lui demande où est passée son habitude de se soucier de chaque centime. L'homme lui-même a répondu que c'était du gaspillage d'argent. Après s'être gratté et touché les cheveux, l'homme réfléchit à nouveau. Tournant son regard vers la jeune fille, l'homme déclara qu'il semblait être tombé amoureux. La jeune fille le regarda et lui demanda de quoi il était tombé amoureux, d'elle ou de ses richesses. Perplexe, il a répondu « les deux ». Se levant de sa chaise et tournant le dos à la dame, l'homme déclara qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi rusé. Les mains jointes devant elle, la jeune fille répondit qu'il était étrange lui aussi. Tandis que le maître de guilde regardait par la fenêtre, il ajouta ce que c'était que d'être avec une femme indépendante. La princesse, ayant acheté un des gâteaux pour elle-même, s'en va en chantant. Alors qu'elle s'approchait de la calèche, un homme l'aborda et lui demanda si elle était déjà rentrée. La dame fut également accueillie par sa servante, qui lui demanda de lui remettre ses achats. Et la princesse dit qu'elle pensait que sa servante s'inquiéterait de la voir partir sans escorte, mais elle constata qu'elle se trompait. Et la servante lui répondit que personne n'oserait lever la main sur elle. Une fois dans la calèche, la servante lui demanda si elle avait accepté la tâche qu'elle souhaitait. Et la jeune fille lui demanda à nouveau si c'était bien de cela qu'elle parlait. Il porta son doigt à ses lèvres et fit signe à Becky de se taire et de ne pas en parler pour le moment. La princesse lui fit un clin d'œil et remarqua que moins on en sait, mieux on dort. Et elle répondit avec joie qu'elle avait tout à fait raison. Durant le voyage, la calèche a heurté une pierre, ce qui a provoqué de violentes secousses. La princesse se sentait mal et se disait qu'elle ne s'habituerait jamais aux calèches. Mais à Becky, elle disait qu'elle avait le mal de mer. La servante lui tend un récipient d'eau et lui dit de boire. Prenant le récipient dans ses mains, elle la remercie. La dame regarde la servante et lui demande si elle devrait se lancer dans le transport en calèche. Mais la servante ne comprend pas la dame et repose la question. La jeune fille a senti que quelque chose n'allait pas. Puis elle s'est souvenue. Evie Loney a toujours voulu créer son entreprise. Sa première tentative a été de lancer une ligne de parfums de luxe. Puis Becky a ajouté qu'elle était très motivée. Le résultat fut que les affaires d'Iris prirent leur envol, et la princesse fut surprise de ne pas recevoir l'attention qu'elle attendait. La deuxième fois, la dame a dit que le mousseline velours serait à la mode cette année. La jeune fille a affirmé que tout se passerait bien cette fois-ci. Et la servante n'a pas compris pourquoi une deuxième fois. La seconde tentative échoua, et Iris rattrapa de nouveau la princesse. Furieuse, la jeune fille hurla sa haine, tandis qu'une de ses servantes, désemparée, constatait que son entreprise avait encore échoué. Pendant que les domestiques faisaient leurs valises, l'une d'elles a dit que son Altesse avait peut-être aperçu les gants de mousseline de Lady Iris. Pendant le trajet en calèche, la jeune fille pensait avoir échoué dans tout ce qu'elle entreprenait, dit la dame à voix haute, ce qui était bien normal pour une héroïne. La bonne lui posa à nouveau la question car elle ne la comprenait pas. Et elle hésita et ne répondit rien. La dame regarda par la fenêtre de la calèche et dit « Les affaires sont les affaires, mais pourquoi les calèches sont-elles si inconfortables ?» Elle avait entendu dire qu'elle avait été fabriquée par un artisan qualifié. Becky, tenant un récipient d'eau, rétorque que si la dame se plaint du talent du maître, elle deviendra impolie. Les mains jointes, la princesse demande « Quoi ? Cette dame n'est pas une personne ?» La jeune fille a déclaré que c'est pour cela qu'elle voulait ouvrir sa propre entreprise. À ce moment précis, la calèche heurte une pierre, la jeune fille se relève d'un bond et dit qu'elle s'est cogné les fesses. La jeune fille regarda par la fenêtre et fixa son regard sur quelque chose. Son Altesse a dit à Becky de regarder par la fenêtre de la calèche. La dame le remarqua et lui demanda si elle avait vu ses cheveux châtains. Mais, ne comprenant pas la princesse, la servante lui reposa la question. La bonne aperçut Cassian avec Iris par la fenêtre. La jeune fille dit qu'elle était une véritable reine des abeilles. La princesse pensait qu'il n'était qu'un beau personnage secondaire.
Mais était-il en réalité le deuxième personnage masculin principal? La jeune fille ne les trouve pas proches, et un seul regard suffit pour comprendre qu'il est contraint, car il reste impassible même en sa présence. La deuxième constatation fut qu'Iris l'avait impressionnée, qu'elle avait réussi à obtenir à la fois le prince héritier et l'apparence, et maintenant aussi Cassien dans son réseau. La jeune fille a immédiatement ajouté qu'elle pouvait le partager avec elle, et elle a également demandé si l'auteur pouvait l'entendre. À ce moment-là, la jeune fille se réveille au son de son appel. Sojin se réveilla dans la chambre. Un médecin se tenait devant elle et lui demandait si tout allait bien. Elle la regarda et demanda « Mademoiselle Yana, est-ce vous ?» L'infirmière lui tend un formulaire et lui explique qu'elle s'est évanouie en classe, puis lui demande si elle s'en souvient. La jeune fille commence à se lever, et le médecin lui dit qu'elle semble épuisée et qu'il serait préférable qu'elle aille à l'hôpital. La jeune fille l'interroge à nouveau sur sa fatigue. La dame la saisit soudain par son peignoir et lui demande si elle a appelé chez elle. Puis, elle lui demande de se calmer. Prenant les mains de Sojin, la dame dit qu'elle n'appellerait pas, mais qu'elle devait tout de même se rendre à l'hôpital. La dame l'entendit et l'a compris. La jeune fille rentre chez elle et écoute de la musique en même temps. On entend par les fenêtres les cris des parents de la fillette qui se disputent. On pouvait entendre l'homme lui crier de se taire et d'apporter l'alcool, et lui demander si cela pouvait être fait plus rapidement. La dame a consulté son téléphone et s'est dit que si elle entrait maintenant, elle se ferait gronder pour être arrivée en avance. La dame décida de se cacher dans la cour de la maison jusqu'à la fin des cours. Si elle rentrait à l'heure, tout irait bien. Une jeune fille, un téléphone à la main, affirme que tout va bien et décide d'écouter l'album d'Oppa. Cela lui remontera le moral. À travers la musique, la fillette entend leurs cris et les hurlements de son père, mais elle ne voit pas à quel point il est en colère. Après avoir écouté l'album, la jeune fille s'est endormie. Et lorsqu'elle a ouvert son téléphone, elle a vu qu'il était déjà 9 heures du soir et elle ne comprenait pas comment elle avait pu s'endormir. Sojin ouvre la porte et entre dans la maison en disant qu'elle est de retour. En marchant un peu plus loin, elle aperçut son père, son frère et sa mère, et la jeune fille s'excusa aussitôt d'être en retard. À ce moment-là, des bâtons volent vers elle, et la question se pose de savoir si elle a même perçu le temps. Debout sur le seuil, la jeune fille répondit qu'elle était absorbée par ses études et n'avait pas vu le temps passer. Son père, furieux, lui cria dessus, lui demandant comment elle avait osé parler. La mère de la jeune fille lui demanda alors de se calmer. Le père, ivre, déclare qu'il n'oserait même pas l'envoyer à l'université et ajoute qu'il la déteste autant que sa mère. Sojin tient un papier à la main et sa mère lui dit de se calmer et de s'asseoir pour manger. L'homme crie qu'il n'y a pas à manger pour elle aujourd'hui et qu'elle devrait aller dans sa chambre. Le frère se lève alors et dit qu'il va aller se promener puis se remettre à ses livres. Le père ajoute qu'il devrait encore manger un peu et lui demande s'il est fatigué d'étudier. Un homme ivre raccompagne son fils vers la sortie et lui dit qu'il ne devrait pas sortir sans argent. Le fils lui demande s'il veut des friandises, qu'il peut lui en acheter. La mère prit la fillette par les mains et lui demanda pardon de ne rien avoir pu faire. Se tenant la main, Sojin dit à la femme de ne pas parler ainsi. Elle lui est déjà reconnaissante. La dame sait que c'est beaucoup plus difficile pour elle. La dame affirme qu'elle survivra et ajoute que quoi qu'il arrive, elle ne doit compter sur personne d'autre qu'elle-même. En pleurant, la jeune fille explique que c'est ainsi qu'elle vit et que ce n'est donc pas difficile pour elle. La jeune fille se réveille aussitôt dans le corps d'une princesse et, bondissant hors du lit, elle constate que 10 ans se sont déjà écoulés. Elle se dit que, même si ses souvenirs étaient flous, ils étaient toujours présents. Essuyant une larme, la dame a déclaré que cette vie devrait être vécue plus heureusement et qu'elle ne pensait pas faire un rêve dans un rêve. À ce moment-là, une servante entre dans sa chambre et, la regardant, lui dit qu'elle est déjà réveillée et remarque « Madame !» La jeune fille, ne comprenant pas, lui demande à nouveau. La bonne s'approcha d'elle et lui demanda si tout allait bien. Et elle répondit que tout allait bien et dit à Becky de lui apporter du thé. La jeune fille se retourna et fit remarquer qu'elle apporterait tout dans 1 minute. La princesse rêve et souhaite que ce rêve dure plus longtemps. Assise à table,
la jeune fille remarque Becky et lui dit qu'elle s'ennuie. Voyant le nombre de lettres qu'elle avait reçues, la bonne fit remarquer qu'elle ne pouvait pas parler ainsi alors qu'elle avait reçu tant d'invitations. Prenant une invitation en main, la servante déclare qu'elle devrait assister à l'une des fêtes. Une princesse ne devrait pas rester enfermée entre 4 murs. La dame s'est laissée tomber sur le côté et a dit « S'il vous plaît, assez de ces bavardages de dames. » La dame trouvait ces soirées romantiques les premières fois. Mais elle avait finalement envie de regarder la télévision ou de fixer son téléphone. Elle a également ajouté qu'elle avait besoin d'un roman fantastique pour se remonter le moral lorsqu'elle était triste. La jeune fille sauta du canapé et dit qu'elle voulait visiter le quartier de Nonivelle. Et la bonne répondit qu'elle avait dit que de tels endroits ne l'intéressaient pas. La princesse a fait remarquer qu'il n'y avait aucun endroit là-bas qu'elle ne voudrait pas visiter, ajoutant qu'elle avait entendu dire que la vie y battait son plein et que les rues étaient plus propres, car des roturiers fortunés vivaient dans ce quartier. Becky n'a pas compris au début, mais elle s'est ensuite montrée enthousiaste et a dit qu'elle lui préparerait des vêtements confortables. Se levant de sa chaise et se tournant vers la sortie, la servante annonça qu'elle avertirait les chevaliers de son départ du domaine. La jeune fille pensa aussitôt que Becky désapprouverait son geste et la réprimanderait au contraire. Prenant le thé dans ses mains, la dame fit remarquer qu'elle était si attentive parce qu'elle avait fait un cauchemar. La dame commença à penser que la méchante Oni changeait constamment ses servantes, mais gardait toujours la fille de la nourrice, Becky, à proximité. Elle pensa que la raison en était leur enfance commune. Prenant une gorgée de thé, la princesse ajouta qu'elle était vive d'esprit, douée pour la flatterie et adaptable. En approchant du lieu, la jeune fille aperçut des maisons par la fenêtre de la calèche et remarqua que ce n'était pas l'endroit le plus impressionnant. Becky a répondu que les gens qui vivaient là étaient des gens pauvres qui avaient été chassés de Nonivelle lors du développement de la région. La dame pensa aussitôt que la différence de richesse n'était pas représentée de manière aussi réaliste dans d'autres romans. La servante la regarda et dit qu'elle n'avait pas bonne mine, puis demanda s'il fallait faire demi-tour. La jeune fille répondit qu'elle allait bien et qu'elle voulait partir. Après être descendue de la calèche, la princesse se sentit mal. La servante lui prit la main et lui conseilla de se reposer, ajoutant qu'elle allait acheter des médicaments contre le mal des transports. Assise sur le banc, la dame sourit et dit que la calèche deviendrait bientôt sa tombe. 4 adorables petits chiens ont aussitôt accouru vers elle, et elle ne comprenait pas d'où ils venaient. La dame, en prenant un dans ses bras et en le tenant devant elle, pensa qu'elle pouvait en prendre un. On lui avait dit qu'elle pouvait tout prendre. Tournant la tête, on lui demanda si elle était la princesse Candmion. Elle aperçut un homme devant elle et tomba aussitôt dans une stupeur, sans comprendre pourquoi Cassien se tenait devant elle, ni ce qu'il faisait là. L'homme détourna le regard et répondit qu'il était responsable de la sécurité publique, car on avait besoin d'aide. La jeune fille pensa qu'il était muté d'un endroit à l'autre en raison de ses origines. Se tournant vers la princesse, l'homme lui demanda ce qu'elle faisait là et lui demanda de laisser tous les animaux en place, puisqu'ils avaient été récemment recherchés. Tenant un chiot dans ses bras, elle répondit qu'elle s'ennuyait, tout simplement. Le chiot a griffé la princesse. L'homme s'est baissé et a pris le chiot, tout en demandant si tout allait bien. La princesse tend soudain les bras avec le chiot et le donne à l'homme, ajoutant qu'elle était venue étudier le marché. Tenant un chiot dans ses bras, l'homme lui demande à nouveau s'il devrait étudier le marché, et la jeune fille lui demande s'il ne se surmène pas. Le jeune homme répond qu'il est un roturier et qu'il lui est reconnaissant pour tout travail qu'elle lui confiera. La dame jeta un coup d'œil au type et se demanda si elle imaginait des choses ou s'il parlait sur un ton sarcastique. La fille était elle aussi ordinaire, même s'il voulait renaître. La dame se dit ravie de constater son dur labeur et demande à l'homme s'il souhaiterait entrer dans le duché. Il la regarda avec surprise et lui demanda pourquoi elle faisait cela. Levant le doigt, la jeune fille pensa avoir dit ce qu'elle pensait et lui annonça qu'elle engageait des chevaliers prometteurs. L'homme, gêné, a commencé à se toucher les cheveux et la remercier pour ses compliments,
ajoutant qu'il connaissait ses capacités. Tendant la main pour prendre le chien à l'homme, la jeune fille demanda si les gens pouvaient vraiment être pareils, et ajouta que ce en quoi l'un est bon, l'autre est mauvais. L'homme observe et écoute la jeune fille, qui explique qu'il travaille dur et que cela ne lui brise pas le cœur que ses efforts ne soient pas récompensés, ajoutant qu'elle pense que le travail doit être récompensé. Tenant le chien dans ses bras et regardant l'homme, la jeune fille poursuit le dialogue et dit qu'elle veut dire que leur maison est si grande qu'elle peut employer quelques personnes en plus de celles nécessaires. La dame s'accroupit et lâcha le chien. La jeune fille lui demanda de lui pardonner ses paroles. Le garçon tendit la main à la princesse et lui répondit qu'elle ne devait pas demander pardon. La dame lui prit la main, se leva, et l'homme poursuivit la conversation, affirmant qu'il était le seul à s'être comporté de manière impolie. La princesse lâcha sa main et dit qu'elle devait partir, ajoutant qu'il se reverrait bientôt. Le jeune homme jeta un coup d'œil à sa main, puis aussitôt à la jeune fille qui s'éloignait. Après s'être rencontrés dans l'établissement, la princesse raconta tout à Becky et commença à répondre. Elle lui demanda simplement de s'enfuir, et c'était tout, puis ajouta qu'elle devrait apprendre les rudiments de l'amour. Tout en sirotant un cocktail, la jeune fille lui demanda ce qu'elle aurait dû faire dans cette situation. La bonne répondit que si elle disait soudainement « Allons vivre avec moi », qui oserait répondre « Oui, allons-y ». Becky lui a demandé combien de temps s'était écoulé depuis leur première rencontre, et la jeune fille a répondu que la première fois, elles avaient discuté pendant 5 minutes, et que c'était maintenant leur deuxième rencontre. La dame frappa la table et expira bruyamment, se demandant ce qui lui avait bien pris. La dame se couvrit le visage de ses mains et sauta de joie, comme envoûtée par son doux petit visage qui lui était soudainement apparu, bouleversant toutes ses pensées. La servante lui répondit qu'elle était entièrement d'accord et ajouta qu'il était bien trop beau pour perturber ses pensées. La princesse continue de boire son cocktail et pense que tout cela est dû à ce cauchemar. À ce moment précis, la jeune fille est interrompue par une voix masculine qui déclare qu'à sa place, il partirait immédiatement et demande si ce n'est pas un honneur de servir dans l'incomparable duché de Cadmion. La jeune fille lui jeta immédiatement un regard. Tandis qu'elle le regardait, la jeune fille lui demanda qui était ce bel homme, et celui-ci répondit qu'il était si beau, et comme elle le dit, c'était comme s'il était ensorcelé. La dame commença à deviner qui était l'homme. Le jeune homme, adossé à sa chaise, demanda si le prince était plus beau que lui. Madame aperçut Lucas à sa droite et lui demanda avec indignation si c'était bien lui. L'homme, tenant la paille entre ses dents, lui fit simplement un signe de la main. La dame qui s'étirait pensait que la vie à l'intérieur de Novella était très agréable et remarquait que l'homme était très bien. La princesse commença à se calmer et se dit qu'ils étaient tous pour Iris et qu'elle devait se ressaisir. La jeune fille ne comprenait pas non plus pourquoi elle n'avait reçu aucun bonus pour cette action. Les mains jointes devant elle, la jeune fille commença à poser à l'homme une foule de questions sur ce qu'il faisait là et s'il la suivait. Le garçon y réfléchit, et la fille fit remarquer que, sinon, tant mieux. Elle se demanda d'où venait ce sentiment d'injustice. L'homme a répondu à sa question que c'était une simple coïncidence et qu'il attendait en fait quelqu'un. L'homme, lui souriant, remarqua que c'était elle qui s'était assise à côté de lui. La jeune fille remarqua qu'il s'agissait en fait d'un rendez-vous avec quelqu'un. La princesse entend aussitôt la voix d'Iris qui crie le nom du garçon. L'homme dit avec un sourire qu'il n'avait pas menti. Et la dame cacha son visage sous son chapeau et lui dit mentalement de ne pas regarder à cet endroit et de faire comme s'ils étaient des étrangers. Rayline continuait de penser que ce n'était pas un rêve, mais la copie des événements de Novella était trop parfaite. Elle ne comprenait pas pourquoi il s'était produit le jour même où elle était allée se promener. La dame commence à s'énerver et se dit qu'elle voulait juste se détendre et qu'elle ne souhaite pas avoir affaire à quelqu'un qui la conteste à chaque réunion. Le garçon la regarda et lui demanda pourquoi elle était si troublée. Et la fille commença à lui répondre à voix basse, lui disant de ne pas lui parler. Becky se lève alors de sa chaise. La servante s'approche de la princesse, commence à redresser son chapeau, et en même temps
l'emmène à l'écart en lui demandant pardon. Le jeune homme jeta immédiatement un coup d'œil dans leur direction. Son chevalier se tenait devant la jeune fille, de sorte qu'il ne puisse pas la voir. La dame, souriante, répondit qu'elle était clairvoyante et les remercia. Le chevalier leva la main et pointa son doigt vers le haut. Et Becky répéta après lui. L'homme continue de les observer, tandis qu'elle parle à la servante et que le chevalier se tient à proximité. Lucas continua de les regarder. Et à ce moment-là, il eut un sourire narquois. Quelques minutes plus tard, ils furent interrompus par Iris, qui s'approcha de la table où était assis l'homme, posa la mallette sur la table et entama une conversation avec lui pour savoir pourquoi il n'avait pas répondu. Elle pensait déjà avoir commis une erreur. Le garçon s'est excusé auprès d'elle et a ajouté qu'il était simplement distrait. La dame le regarda avec surprise et lui dit qu'il se comportait très étrangement, ce à quoi il répondit qu'il ne remarquait rien d'étrange dans son comportement. La jeune fille lui tendit l'étui et lui demanda de le prendre. L'ayant ouverte, elle demanda simultanément ce qu'elle contenait et répondit que c'était la robe qu'il lui avait offerte. Le jeune homme ne comprenait pas pourquoi elle renvoyait la robe, et la jeune fille répondit qu'elle ne pouvait pas accepter une telle robe car elle était très chère. La dame a ajouté qu'elle l'avait portée une seule fois et qu'il pouvait la vendre au prix fort, mais il a répondu que la robe n'était pas si chère. La dame continue de ne pas comprendre pourquoi le type se comporte si étrangement et remarque que d'habitude, il ne dépenserait même pas une Jenny de plus. Raylene tourna la tête sur le côté et comprit pourquoi il était arrivé en courant, essoufflé. L'homme a dit à Iris qu'il avait récemment vu un homme qui venait de jeter 1,890 milliard de Jenny et qu'il avait donc perdu toute la valeur de son argent. Iris rit et demanda si de telles personnes existaient vraiment. La jeune fille réfléchit alors un instant et déclara qu'en fait, elle les enviait même. Le garçon remarqua le regard triste et pensif de la fille. Il se laissa aller en arrière sur sa chaise et répondit que l'homme était très riche. Se penchant vers elle, l'homme lui demanda si cette robe avait résolu son problème d'existence misérable. La dame s'est mise en colère contre ces paroles et lui a demandé grossièrement ce qu'il entendait par pathétique. La dame aux cheveux roses commença à s'énerver et à s'énerver encore davantage. La jeune fille, en remuant les jambes, a déclaré que cela n'améliorait en rien la situation et a ajouté que même si on attachait des ailes à une chenille, elle ne deviendrait pas un papillon. Le jeune homme, la regardant dans les yeux, posa la question, et leur papillon répondit quelque chose. Avec un air très triste, elle a répondu qu'elle avait dit qu'elle ne pourrait plus jamais porter une robe comme celle-ci. Alors, elle devait profiter du moment présent tant qu'elle le pouvait. Tout en passant son ongle sur la valise, elle ajouta que la princesse ignorait où elle avait trouvé une telle robe, mais lui conseilla de ne pas la porter 2 fois. La dame fut incapable de lui répondre sur le moment. Iris commença à s'excuser auprès de lui et expliqua qu'il avait décidé de l'aider parce qu'elle n'avait pas les moyens de s'offrir un tel luxe. L'homme a fait remarquer qu'il était choqué par un tel papillon. Le jeune homme a déclaré qu'il ne connaissait pas la jeune fille, mais qu'elle l'avait impressionné. La jeune fille aux cheveux roses décida de se renseigner sur ce que sa richesse lui permettait de faire. Se penchant en arrière sur sa chaise, l'homme fit remarquer que s'il possédait de telles richesses, il se comporterait de la même manière. Et il ajouta qu'il enviait de telles richesses. Élevant la voix pour que Raylene puisse entendre ce qu'il disait, il ajouta qu'il voulait une vie où il pourrait dépenser près de 2 milliards sans sourciller. La serveuse apporta du thé à la jeune fille, et celle-ci répéta qu'il n'avait pas l'air dans son assiette, ce à quoi l'homme répondit « Les gens autonomes sont formidables, n'est-ce pas ?» La dame prend une tasse de thé et note les paroles de l'homme. Tout en prenant une gorgée de thé, elle explique que cette femme n'est pas du tout comme ça, mais qu'elle est simplement née dans une famille riche. Raylene se dit qu'elle le sait déjà. Alors elle essaie de se taire et ne comprend pas pourquoi elle est critiquée dans ses rêves. La princesse décida d'ignorer cela, car elle ne voulait pas être considérée comme une travailleuse acharnée, alors qu'elle était une enfant sans emploi. L'héroïne continue de penser que dans Novella, elle a toujours mené une vie diligente. Elle décide de ne pas intervenir dans leur conversation. Malgré ses énormes dettes, Iris a lancé une entreprise de parfum avec l'aide de Lucas. À ce moment précis,
La jeune fille tourne la tête. Le personnage principal vit le pauvre garçon et ne comprit pas à quoi il ressemblait. La dame a entendu des cris et a vu un homme corpulent crier après le garçon, sans comprendre pourquoi celui-ci était si lent. La jeune fille a vu comment le gros homme a poussé le type, et celui-ci est tombé. L'homme corpulent continua de lui crier dessus, hurlant qu'il avait donné beaucoup d'argent pour des ordures inutiles. L'homme lança un sourire narquois au garçon, et lui dit qu'il devrait être reconnaissant d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Le garçon essaya de dire quelque chose, mais il n'y parvint pas. L'homme lui a crié de se taire et de commencer sa transformation. La dame regarda l'homme avec crainte et ne comprenait pas comment il avait pu changer. Lucas s'est alors approché d'elle et a entamé une conversation sur ce qui la fascinait tant, sur les raisons pour lesquelles il n'arrivait pas à la comprendre. La dame a eu peur et s'est tournée vers l'homme. Elle a dit qu'elle avait peur, et l'homme a commencé à s'excuser. La princesse lui demanda où était passée Iris, et le garçon répondit qu'elle était déjà partie. L'homme se retourna et dirigea son regard dans la direction où la jeune fille regardait, lui demanda où elle regardait, et alors, il comprit. L'homme a commencé à parler d'eux. Il a dit avoir entendu dire qu'ils avaient commencé à se cacher des gens il y a des milliers d'années, et a ajouté qu'il était fort probable qu'on puisse rencontrer des représentants aujourd'hui. En regardant dans cette direction, elle lui demanda ce qu'il faisait là. L'homme répondit que des gens riches les achetaient et les utilisaient comme esclaves. Ces métamorphes, comme les appelait l'homme, sont très forts. Et quand il a soulevé 2 sacs, Rélène a été très surprise. La jeune fille fut très surprise d'apprendre qu'il était un esclave, puis ajouta qu'elle pensait qu'un tel système avait été aboli depuis longtemps. Et l'homme répondit que les métamorphes n'apportaient aucun avantage à l'État, qu'ils ne payaient pas d'impôts. L'homme a ajouté qu'il n'était pas protégé par la loi, et qu'il pouvait donc être réduit en esclavage si on le souhaitait. La femme, ne comprenant toujours pas, a demandé « Et lui alors ?» La Vierge a ajouté « Est-ce que les métamorphes ont toujours cette apparence ? Couvert de bleu et d'égratignures. Le jeune homme pense que toutes les femmes veulent la voir. C'est pourquoi son corps est entièrement brûlé. La femme répond que c'est ridicule. Après avoir frappé la table du poing, elle pensa qu'il était déjà si effrayé qu'il ne pouvait plus résister. La jeune fille, dans sa tête, se demanda pourquoi ces chaînes étaient nécessaires. Se tournant vers la bonne, la jeune fille lui demanda combien d'argent elles avaient sur elles. Becky répondit que, puisqu'elles allaient à Nonivelle, une région plutôt pauvre, elles n'avaient pris que 10 millions. La princesse commença à retirer la bague de son doigt et déclara qu'elle ne suffisait pas. Elle demanda à son assistante d'aller à la banque et d'emprunter de l'argent en son nom. La dame lui tendit la bague et ajouta qu'elle était assurée d'obtenir un prêt grâce à elle. Elle lui demanda combien de temps cela prendrait, et la dame répondit qu'elles étaient près de la banque, que cela ne lui prendrait pas plus d'une demi-heure. S'approchant d'elle, Lucas tira la chaise sur laquelle Becky était assise et demanda à la princesse si cela valait la peine de lui donner la bague. Elle répondit qu'elle lui faisait confiance et qu'elle était pressée. La dame ne comprenant pas quel était le problème. L'homme lui demanda aussitôt pourquoi elle avait besoin d'argent si urgemment. Et la jeune fille répondit qu'elle n'imaginait même pas qu'il puisse être si lent d'esprit qu'il ne comprenne pas, même après avoir vu la situation de ses propres yeux. La princesse se leva de sa chaise et regarda l'homme, affichant un sourire narquois, en constatant qu'il était également le chef de la guilde de l'information. La jeune fille continua de le regarder et lui demanda s'il pensait que l'argent devait être dépensé comme s'il n'avait aucune valeur. L'homme obèse continuait de crier sur ces sujets et ne comprenait pas quand ils allaient enfin s'arrêter, affirmant qu'ils étaient paresseux et incapables de quoi que ce soit. L'homme au manteau rouge vit le garçon reprendre forme humaine et lui dit que s'il était épuisé, il devait contacter son entreprise de soins animaliers. L'homme commença à saisir le garçon par l'épaule, mais la princesse l'interrompit. La dame les regarde et dit qu'elle a une question très importante à poser. L'homme corpulent tourna son attention vers elle et, perplexe, commença à lui demander si elle était une princesse de sang noble, ce qui l'amenait là. La jeune fille se couvrit la bouche de la main et fit semblant d'être idiote,
répondant qu'elle avait vu quelque chose de brillant de l'autre côté de la rue et qu'elle ne pouvait pas détourner le regard, ajoutant qu'elle n'avait plus la force de contenir sa curiosité. La princesse pointa du doigt l'homme et remarqua sa robe luxueuse et unique. Faisant semblant d'être naïve, elle lui demanda où il avait acheté cette robe. Mais l'homme ne comprit pas sa question et la lui reposa. La jeune fille a déclaré qu'elle cherchait depuis longtemps une tenue qui lui irait bien, et que soudain, elle avait vu ses vêtements qui correspondaient à ses goûts. La dame a ajouté, pour savoir s'il la comprenait, qu'elle recherchait le luxe à la limite du mauvais goût. L'homme corpulent ne comprenait pas la princesse et fit remarquer qu'il était un homme, au sens vestimentaire du terme, et elle répondit que cela ne changeait rien et que les hommes pouvaient aussi porter des robes. La jeune fille fut surprise de constater que l'homme était plein de préjugés. L'homme corpulent commença à hausser le ton et lui demanda à quelle maison elle appartenait et comment elle pouvait faire preuve d'une telle insolence. Il ajouta qu'elle était une femme complètement mal élevée, puisqu'elle proférait des choses aussi absurdes, et lui demanda où était passée sa dignité. Le regardant d'un air désapprobateur, la dame lui répondit qu'elle venait du royaume de Cadmion. L'homme commença à reculer et à bégayer, mais la jeune fille continua et répéta qu'elle venait du duché de Cadmion. La dame commença à s'approcher de lui, et, ne comprenant pas pourquoi il était si gêné, elle lui demanda s'il n'allait pas lui apprendre les bonnes manières. La dame ajouta à ses propos qu'elle allait voir à quel point sa conception de la noblesse était pourrie. La jeune fille tendit la main vers le garçon qui se tenait à droite de l'homme, mais le gros homme continua de ne pas comprendre ses paroles. Il ne comprenait pas pourquoi il s'emportait et lui dit qu'elle franchissait toutes les limites, et elle lui demanda à nouveau. La jeune fille se tourna vers lui et, tenant le garçon par l'épaule, commença à élever la voix et dit « Regarde ce que tu as fait à cet enfant !» L'homme soupira et répondit que c'était sa propriété et qu'il ne comptait pas la vendre. Il précisa que ce n'était pas un jouet et lui demanda de partir. Rayline était furieuse et s'est mise à crier qu'il n'y avait pas de place pour l'esclavage dans l'Empire. Elle a affirmé que l'empereur Cadrian avait interdit la vente de toute créature vivante comme esclave et que par conséquent, personne n'avait osé faire une telle chose durant son règne. En le regardant dans les yeux, la dame déclara qu'il était un grand héros qui avait mis fin à une guerre de 100 ans et souligna qu'il avait levé son épée à 2 reprises pour son peuple. La jeune fille tient le garçon par les chaînes et en regardant l'homme corpulent, elle ajoute à ses paroles que tout cela était pour protéger le peuple de l'Empire d'un tel destin. Aussitôt, la jeune fille crut qu'elle avait ouvert la bouche, mais c'était quelqu'un d'autre qui parlait. Elle se demanda si ce n'étaient pas les souvenirs du maléfique Oni. L'homme corpulent a ri et a répondu à ses paroles qu'il n'était pas un esclave, qu'il prenait seulement soin de lui et le protégeait. Il a ajouté qu'il était plutôt généreux et que ses propos insultaient donc son honneur. La dame a continué à retenir l'homme et lui a demandé ce qu'il défendait. C'est ce qu'on appelle du harcèlement. D'un geste de la main, elle affirma qu'un noble devait valoriser la fierté et l'honneur et que, par conséquent, cela devait préserver sa vie. Le pointant du doigt, elle déclara que c'était son devoir de noble femme de sauver les innocents de la racaille comme lui.